J'aimerais voilà, vous saluer tous, vous remercier pour votre présence à ce premier atelier pédagogique, qui est l'atelier numéro 3, hein, qui vient en parallèle avec les ateliers de gouvernance et culturels animés par Cyril et Michel. Donc, la crise sanitaire, comme vous le savez, que nous traversons, a précipité les changements des pratiques, autant du côté des apprenants que des enseignants. Dans un dialogue croisé, les intervenants de cet atelier tenteront de définir les perspectives nouvelles qu'offrent les outils numériques et dessineront, selon leurs propres expériences et formations, l'environnement qui se dessine dans les années à venir, dans les mois à venir ou les années à venir. Alors, les années à venir, peut-être c'est encore très loin, mais en tout cas dans les mois à venir. Donc, je suis heureux d'accueillir Brice Gaillard et Maxime Portal. Alors, Brice Gaillard est titulaire d'un master en informatique et d'un master en administration des affaires, MBA, et il travaille depuis plus de 13 ans dans le secteur des EdTech. Il a rejoint en 2009 Sami Labidi pour monter Bibac, n'est-ce pas, Brice? Un réseau social éducatif qui permet aux élèves, aux étudiants et aux enseignants de partager leurs cours et leurs fiches de révision. En parallèle au développement de Bibac, Brice Gaillard a travaillé sur de nombreux projets de plateformes éducatives, dont ViaEduc, le réseau social des enseignants. Conçu en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, ViaEduc a reçu de nombreux prix, dont le Trophée des technologies éducatives et les victoires des acteurs publics. En 2015, avec Sami Labidi, il lance AppleLearn, dont l'objectif est de fournir aux organismes de formation et aux établissements du supérieur une plateforme LMS, sociale et collaborative, clé en main, nous dit-il. Aujourd'hui, AppleLearn est utilisé par plus de 1000 centres dans le monde et a permis de former plus d'1 million d'apprenants partout dans le réseau mondial. Maxime Portal est titulaire d'un Master 2 en didactique du FLE, en milieu plurilingue obtenu à l'Université des Antilles, et d'une maîtrise en sciences du langage à l'Université Stendhal à Grenoble. Il prépare actuellement un Master 2 en ingénierie et en e-éducation à l'Université de Poitiers. Il a été coordinateur pédagogique de l'AF Mexico en 2010, puis directeur de l'AF de Trujillo au Pérou à partir de 2016 pour le compte du ministère des Affaires étrangères et directeur de l'Alliance française de Torreón en 2017. Il s'est vu confier la charge de responsable adjoint du service accueil et inscription de l'Alliance française de Paris, Île-de-France, en 2018. Pendant 6 mois, il a été chargé de mission transition numérique pour le compte de la Fédération française au Mexique, la Fédération des Alliances françaises au Mexique. Voilà. Brice, je pense que c'est toi qui vas prendre la parole dans ces échanges croisés. Donc, vous avez une heure pour cette intervention donc dans ce dialogue que vous aurez avec Maxime. Vous pourrez intervenir pendant les interventions dans le chat. Je vais essayer de donner une voix à ce que vous pourrez écrire et ensuite, bien sûr, pendant les 30 minutes, donc échanger avec les deux présentateurs. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous. Bonjour à tous, merci de participer à cette session. Je vois pas mal de visages connus, donc je suis content que vous soyez là. L'idée d'aujourd'hui, c'était un peu... L'idée, c'était de faire un bilan des années qui se sont passées, des changements qui ont émergé, notamment de la crise du Covid, mais plus généralement de l'évolution des pratiques, de manière générale et puis surtout au sein du réseau. Et puis de terminer par un peu de perspective, alors de mon point de vue plutôt technique, mais voilà, avec vraiment une vision pédagogique et bien sûr que ce soit une discussion avec Maxime qui pourra apporter son regard plus de praticien, de pédagogue. Avant de commencer, je voulais savoir qui d'entre vous
n'a presque pas ou jamais utilisé AppleLearn, ou est-ce que je suis ici avec des familiers d'AppleLearn? Moi, je suis pas franchement une adepte, mais je connais. Ok. Pas une adepte. Pas plus. Ok. Bon, donc, globalement, on est sur un public qui a déjà un bon aperçu de ce qu'est AppleLearn. Ça marche. Alors, je vais partager mon écran. Donc, avant de commencer, je voudrais juste refaire un point sur AppleLearn et puis l'historique d'AppleLearn. Donc, comme vous le savez, nous, on est une société d'édition de plateformes LMS. Notre métier, c'est d'aider les acteurs de la formation à digitaliser tout ou partie de leur formation en leur fournissant une plateforme qui réunit tous les outils dont ils ont besoin pour mettre en place du présentiel enrichi, des cours hybrides, des cours 100% à distance. La société AppleLearn a été créée en 2015, donc ça fait un peu plus de 7 ans qu'on existe, avec une idée de départ qui était d'avoir conçu et pensé la plateforme autour de 3 axes qui sont très importants pour nous. Le premier qui est de mettre l'humain au cœur des formations à distance. Ça part d'un constat qu'on avait fait dès 2015, qui était que l'expérience d'apprentissage à distance, qui se résume simplement à regarder des vidéos, à répondre à des quiz, c'est un peu solitaire comme expérience, c'est pas très engageant pour l'apprenant. Et puis, ça met finalement assez mal en valeur les compétences, l'expertise de centres de formation, des formateurs en général. Et donc, dès le départ, il y avait vraiment cette idée de pouvoir inclure aux briques d'e-learning classique des outils plus sociaux et collaboratifs. Et donc, c'est pour ça que, comme vous le savez, sur AppleLearn, les apprenants peuvent accéder à des contenus, aux activités que vous avez créées, aux activités fournies par les éditeurs. Mais surtout, finalement, ce qui est important, c'est qu'ils peuvent retrouver leurs formateurs, ils peuvent retrouver leur classe, ils peuvent retrouver l'actualité de vos alliances, échanger entre eux. Et il y a vraiment cette idée de réseau social, de communauté d'apprenants qui a été pensée dès le départ dans l'expérience de la plateforme. L'autre point, c'était aussi bien évidemment de centraliser tout au même endroit. Pour nous, l'idée, c'était d'éviter que les apprenants aient à jongler d'une plateforme à une autre, d'une plateforme éditeur pour accéder au contenu, d'un Google Drive pour accéder aux documents partagés par le formateur, des mails pour le suivi. Vraiment, hein, l'idée, c'est qu'AppleLearn soit la porte d'entrée pour les apprenants pour tout ce qui concerne leur formation. Et puis, le dernier point, bien évidemment, la facilité de prise en main pour vos apprenants, pour qu'ils puissent y accéder depuis leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur, pour que ce soit facile pour eux de se repérer, peu importe leur niveau de pratique du numérique et leur facilité. Et puis, pour vos équipes, quand on a créé AppleLearn, le numérique, c'était encore quelque chose qui était assez balbutiant dans les centres de formation. Et aujourd'hui, on est encore toujours dans une phase de transition. Et donc, il fallait un outil qui soit aussi simple à prendre en main par les formateurs, qui ne sont pas forcément des experts du digital, et donc qui puissent s'approprier rapidement nos outils. Quand on a commencé à travailler avec la fondation et le réseau des alliances, en fait, ça s'est fait assez rapidement au lancement d'AppleLearn. On a été identifié par la fondation dès 2016 avec un objectif pour la fondation qui était de faire monter en gamme l'offre de cours des alliances en proposant à tous les apprenants qui venaient se former en alliance un accès à distance, à des ressources complémentaires, à une continuité avec leurs cours en présentiel. Bref, c'était l'idée de pouvoir garder le lien avec leurs apprenants entre les cours et puis de faciliter aussi l'accès
aux différents contenus, aux différents échanges que pourrait envoyer le formateur à ses apprenants. Donc au départ, on a commencé sur 4 alliances. C'était assez, voilà, c'était vraiment une petite expérimentation sur quelques classes en alliance fin 2016. On a ensuite, avec la fondation, essayé de formaliser une offre un peu plus enfin, voilà, qui correspondait un peu mieux aux attentes, aux besoins des alliances, donc c'est-à-dire avec l'intégration des contenus des éditeurs, avec l'interconnexion avec vos outils de gestion pour pouvoir automatiser les inscriptions, faire en sorte que ça ne demande pas trop de temps et de gestion administrative. Et on a lancé une première phase sur 30 alliances de début 2017-2018. Donc là, on était vraiment sur des enjeux de finalement continuité du présentiel avec des choses assez simples, une utilisation principalement du fil d'actualité, des ressources éditeurs. Et puis avant le Covid, voilà, on s'est développé assez lentement finalement dans le réseau. Il y avait encore beaucoup d'appréhension, de crainte, de ressentiment des formateurs. Et donc, juste avant le Covid, on avait à peu près 60 alliances. Ce qui a vraiment boosté les usages au sein du réseau, un peu à marche forcée, c'est le Covid et l'obligation pour vous de digitaliser vos formations. Et donc, au pic du Covid, on avait plus de 500 alliances et instituts français qui utilisaient AppleLearn. Aujourd'hui, on sort un peu du Covid, même si voilà, il y a des signaux pas forcément réjouissants de certains variants qui arrivent. Quelque chose d'un peu plus stabilisé, avec des pratiques qui sont beaucoup plus mûres qu'en début de Covid. Et aujourd'hui, il y a 350 alliances et instituts qui utilisent quotidiennement AppleLearn pour leurs cours et leur formation. Avant de faire un peu le bilan de ce qui a pu être mis en place, des apprentissages de ce moment de Covid, je voulais refaire un point sur les avantages, les limites qu'on a pu constater, observer avec nos clients, avec ce qu'ils avaient pu mettre en place du numérique. Donc il y a un des premiers avantages qui est beaucoup ressorti à la suite du Covid, c'est vraiment ce côté offrir plus de souplesse pour les apprenants en leur offrant différents types de modalités selon leurs contraintes de temps, de déplacement. Et donc là, on voit que les cours hybrides, les cours 100% à distance se généralisent de plus en plus. Alors pas forcément pour l'ensemble des apprenants, mais pour toucher des apprenants qui sont éloignés dans des grandes métropoles, ou pour toucher des publics professionnels qui ont des difficultés d'agenda ou des agendas contraints. Il y a aussi l'avantage de libérer du temps face à face pour la pratique, pour la conversation. Ça, c'est tout l'intérêt du digital learning, hein. C'est vraiment de pouvoir déporter les parties théoriques, déporter la remédiation en autonomie pour que ce temps d'échange il soit vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant et interactif pour les apprenants. Il y a aussi un intérêt qui est le suivi des apprenants, parce qu'avec les outils de tracking, de suivi, de résultats que vous pouvez avoir sur AppleLearn comme sur d'autres plateformes, il y a vraiment l'idée derrière que vos formateurs puissent mieux individualiser le suivi de leurs apprenants, savoir identifier quels sont leurs points forts, leurs difficultés, et les aider en présentiel ou en classe virtuelle. L'autre intérêt aussi par rapport au présentiel, c'est le côté, c'est aussi de vous permettre de solliciter différentes aptitudes cognitives des apprenants qui ne sont pas forcément sollicités en présentiel, en variant les médias, en variant les approches, en variant les temps d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et encore à explorer, à exploiter un peu plus pour que ça soit vraiment efficace.
Ce qu'on a pu constater aussi, et c'est ce qui se vérifie à la sortie de Covid, c'est vraiment cette idée de pouvoir aussi pour vous standardiser l'offre de cours. Alors standardiser, c'est pas c'est un vocabulaire un peu qui peut paraître un peu contraint, mais l'idée en tout cas, c'est de pouvoir offrir la même qualité d'accompagnement, de service à l'ensemble de vos apprenants, peu importe le formateur qui va les accompagner. Donc avec voilà pour garantir qu'ils ont l'accès au même contenu de qualité, l'accès au même suivi tout au long de leur formation. Et puis, ce qu'on voit là fortement depuis cette fin de Covid, c'est vraiment la diversification de l'offre de cours. Et ça, je passerai un peu plus de temps pendant cette intervention, mais c'est vraiment l'idée que avec le numérique, vous allez pouvoir mettre en place des choses qui sont différentes de ce que vous aviez pu mettre en place avant le Covid, avec uniquement les cours en présentiel. Il y a bien sûr pas que des avantages, il y a des limites. Hein. On voit que ça demande quand même beaucoup plus de préparation que les cours en présentiel. Il faut créer les parcours, concevoir des ressources, former les formateurs. Et donc, on voit que voilà, c'est pas si simple de s'y mettre au premier abord. Ça mobilise aussi des nouvelles compétences dans vos équipes. De conception, de scénarisation, des compétences qu'ont pas forcément les formateurs qui vont accompagner au jour le jour les apprenants, d'ingénierie pédagogique, etc. On voit aussi bien sûr que le numérique ne remplace pas le face-à-face et qu'il faut quand même toujours garder un moment, qui soit en présentiel ou en classe virtuelle, d'échange, de suivi en direct avec les apprenants. Il y a aussi, bien sûr, cette nécessité d'un suivi. Hein. Il ne suffit pas simplement de mettre à disposition des activités pour que la sauce prenne toute seule. Il faut que les formateurs animent leur formation, publient des messages, créent aussi des opportunités, des occasions pour inciter les apprenants à participer, à échanger entre eux, à travailler sur des travaux de production écrite, de production orale, soit individuelle, soit de groupe. Il y a certaines pratiques aussi qu'on a pu voir qui sont plus complexes à mettre en place que d'autres. L'exemple le plus évident peut-être, c'est la comodalité dont on parle beaucoup, et qui est l'idée d'avoir des apprenants en même temps en présentiel, en même temps à distance. Et là, on voit que c'est très complexe pour les formateurs à gérer, parfois au niveau technique, mais surtout au niveau voilà, de la gestion, de la prise de parole, de bien être sûr que les apprenants à distance suivent bien. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel on pourra échanger, sur lequel vous pourrez nous faire part de vos retours. Mais nous, ce qu'on a pu constater, c'est que nos clients qui ont essayé de mettre en place ce genre de pratique, ça a été assez compliqué. Et puis, ça demande aussi, le dernier point, une bonne organisation interne pour pouvoir justement gérer les inscriptions, la création des parcours, la formation des formateurs, le suivi et le tutorat derrière. Et donc ça, c'est ce qui rend la chose parfois un peu complexe à mettre en place. Je ne sais pas, Maxime, si tu veux apporter des compléments sur cette partie avantages, limites que tu as pu observer ou sur lequel... Oui, merci Brice, bonjour à tout le monde. Alors moi, Patrick m'a demandé d'être là pour me faire l'avocat du diable, pas en tant que praticien spécialisé, parce que justement aujourd'hui on a tous les spécialistes d'AppleLearn du réseau mexicain là pratiquement. Non, j'aurais envie de remettre en perspective par rapport à l'utilisation du numérique en général, par rapport à ce que tu viens de dire. Et justement, l'une des dimensions, des premières dimensions dont tu parles, au niveau de la création du cahier des charges, disons, d'AppleLearn, c'était l'idée d'une plateforme qui soit
qui soit facile à prendre en main et accessible à tous. Et ça me fait d'emblée penser à une remarque qu'a faite Laurent tout à l'heure pendant sa conférence, qui lui considère que la transition numérique est derrière nous. Et moi, ça m'a fait réagir parce que justement, si toi de ton côté tu dis qu'il y a encore besoin d'une plateforme qui soit facile à prendre en main, ça signifie que les compétences des uns et des autres sont pas forcément tout au même niveau, et que et du coup, puisqu'on a plutôt des spécialistes ici plutôt que moi à en parler, j'aurais presque envie de vous demander à tous un petit peu votre avis. Où est-ce qu'on en est? À votre avis, la transition numérique du réseau mexicain, elle a eu lieu, elle est en cours, ou c'est encore quelque chose qu'on attend? Je prendrai la parole Ouais. si vous me permettez, mais je sais pas, enfin, je dirais en tout cas pour l'Alliance française des médicaux, je dirais que la transition numérique, elle est quand même assez développée. Nos professeurs, nos collaborateurs et en général l'institution utilise et se sert de la plateforme. Mais par rapport, si on compare par rapport au reste du réseau, je dirais que c'est en cours, comme on a commenté là dans le chat. Mais ça dépend du contexte de chaque institution, parce que c'est vrai que nous, heureusement, nous avons commencé à partir de 2016. Et donc, il y a eu une énorme évolution par rapport aux pratiques avec lesquelles on a commencé. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, on va dire on a eu de la chance quand la Covid est arrivée, parce que on avait déjà l'habitude, si vous voulez, entre guillemets, d'utiliser la plateforme. Donc, mais je dirais, c'est selon les contextes de chaque alliance. Je sais pas, est-ce que les autres auraient envie d'intervenir justement sur le sujet de la transition numérique? Je vois Karine qui lève la main. Oui, bonjour tout le monde. Alors, bon, à Mérida, comme dans la plupart des alliances du Mexique qui ont choisi Apollon, on a bien avancé, on va dire. C'est-à-dire que aussi bien les apprenants que les formateurs se sont fait la main, ont développé des techniques, ont élaboré du matériel, des supports. Mais la sensation que j'ai actuellement, c'est qu'on est dans cette transition encore entre le numérique qui est arrivé un peu par défaut, parce qu'on n'avait pas le choix, et la véritable sélection de la part de nos publics. Et je pense que ça, on va se rendre compte à partir de la prochaine rentrée scolaire, de ceux qui sont montés dans le bateau par défaut, et ceux qui réellement apprécient, non seulement apprécient, mais aussi utilisent ça. Là, je pense à des aspects pédagogiques, évidemment, de synchrone, asynchrone, enfin de tous ces aspects que peuvent apporter la plateforme, les différentes fonctionnalités. Et moi, j'ai hâte de savoir, comme vous, de savoir si c'est encore en cours et encore en développement, ou si c'est quelque chose qui a convaincu nos publics et qui va être demandeur ou pas. Je pense qu'on ne saura pas encore, comme là c'est l'été, on ne saura pas encore tout de suite s'il y a eu adhésion en fait, de la part de nos publics. Donc j'ai hâte d'être à la rentrée pour voir quelles sont les réactions. Je voudrais lire le commentaire de Xavier. Pour lui, la transition à proprement parler est terminée, puisque nous sommes tous passés au numérique par la force des choses. Après, le niveau de montée en compétences diffère selon les situations et les personnes, ce qui justifie de proposer des outils faciles à prendre en main. Même pour une personne ayant déjà de bonnes compétences en numérique, pour une personne ayant de bonnes compétences en numérique, qui apprécie des outils intuitifs et simples à utiliser dès ce début. Au niveau de la fédération, juste cet indicateur. Je me bats pour le renouvellement des crédits pour l'année 2022-2023. Pour le moment, 5 alliances qui bénéficient des crédits ont répondu. Voilà. Donc, il y a quand même, me semble-t-il, une nouvelle place à trouver
pour cet outil dans comment dire, la période que nous vivons. Je ne sais pas, Brice, si effectivement, puisque tu parles de cette période différente, tu as évoqué effectivement une crise il y a à peine 3 semaines, on aurait pu parler de l'après-crise, on peut peut-être moins le dire maintenant, mais s'il y a eu des modifications dans l'usage en fonction des périodes, tu l'as évoqué bien sûr pour le début et ensuite les phases de lancement, mais maintenant, si tu remarques des changements de pratique. Alors oui, j'allais y venir justement sur voilà un peu plus dans le détail sur nous ce qu'on a pu observer dans le réseau au niveau des pratiques pendant le Covid et après le Covid. Juste pour finir sur cette notion de transition, il est clair qu'il y a des alliances comme Mexico qui sont mis très tôt sur les cours en ligne et donc qui ont une expérience assez poussée et qui ont déjà bien travaillé l'intégration du numérique dans leur offre de cours. Mais il y a encore beaucoup d'alliances qui sont sur des usages très simples où on est encore vraiment dans cette phase de transition et où et il y a quand même de manière générale des nouvelles compétences qui ne se résument pas simplement à des compétences techniques et sur lesquelles aujourd'hui les formateurs sont encore assez en surface, notamment tout ce qui est ingénierie pédagogique, et qui explique aussi qu'on est toujours dans cette transition de pratique des usages, même si ça n'a plus rien à voir par rapport à ce qui se passait, ce qui se faisait avant le Covid. Mais pour nous, en tout cas, contrairement à ce que disait Laurent, je pense qu'on est quand même toujours dans cette phase de transition, que ce soit pour les alliances ou pour d'autres de nos clients qui sont dans des domaines complètement différents. Donc, comme vous le disiez, nous, ce qu'on a pu voir, c'est vraiment pendant le Covid cette digitalisation à marche forcée, où finalement, les alliances, les instituts, les centres de formation, leurs formateurs et leurs apprenants ont dû se mettre au numérique pour continuer à se former et à enseigner. Ça a eu pour nous des bénéfices en termes d'appropriation des outils, de découverte des outils. Ça a permis aux formateurs de tester les choses, de tester de nouvelles modalités. Ça a fait tomber aussi beaucoup d'appréhension. Et ça, rien que ça, c'est une bonne chose parce que avant le Covid, il y avait plein de craintes qui étaient assez infondées sur le fait que le distanciel, ça va être radicalement différent du présentiel, sur le fait que ça va être complexe, sur le temps de mise en place. En fait, ça a quand même permis à tout le monde de se rendre compte que même si c'était pas parfait, on pouvait mettre en place des cours en ligne en s'appuyant sur les choses sur les supports qu'on avait déjà, en s'appuyant sur des pratiques qu'on faisait déjà, et que finalement, la seule grande différence, c'était qu'on était devant son écran. Ça a aussi permis aux apprenants de découvrir ces nouvelles modalités, aux apprenants, aux entreprises, pareil, de la même manière que pour les formateurs, ça a démystifié certaines choses. Ça leur a fait prendre conscience que ça pouvait être aussi agréable de suivre des cours à distance et que ça avait même certains avantages. Et on a vu pendant le Covid qu'il y avait beaucoup d'alliances qui avaient récupéré des nouveaux publics qu'ils n'arrivaient pas à toucher jusqu'à présent, des gens éloignés de l'alliance ou qui sont dans des villes limitrophes ou des entreprises qui avaient besoin de faire des cours de FOSS à leurs employés. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'au départ, les pratiques qui ont été mises en place pendant le Covid étaient assez calquées sur le présentiel. C'était beaucoup de visio, quelques ressources, quelques activités sur AppleLearn,
mais on restait quand même sur un format très proche du présentiel, qui sous-exploite un peu l'avantage, tous les avantages du numérique. Et c'est sur ça où, à mon avis, il y a encore de la transition, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'alliances qui aujourd'hui font du distanciel comme elles faisaient du présentiel, avec les mêmes rythmes, les mêmes temps d'échange, pratiquement les mêmes modalités, alors que le numérique permet de développer des nouvelles modalités d'apprentissage, permet de répondre à d'autres besoins qui peuvent être intéressants et importants pour les apprenants. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi, qui a été très fort au sein du réseau des Alliances, et même avec les instituts français, c'est cette mutualisation de pratiques, de contenus, d'échanges qui a pu y avoir au sein du réseau. Et on voit finalement que le numérique a aussi apporté cet aspect collaboration entre alliances, sur plein de sujets liés bien sûr à la digitalisation des contenus, mais pas que. Et ça, c'est pour nous un élément hyper intéressant de voir ce que ça a pu entraîner après. Après le Covid, là, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est finalement dans une phase d'assimilation aujourd'hui de toutes ces nouvelles pratiques. Depuis la fin 2021, début 2022, on voit maintenant des nouvelles pratiques, des nouvelles offres qui s'installent. Et c'est ça finalement qui devient intéressant. C'est qu'on voit qu'il commence à y avoir une vraie appropriation des outils, des modalités qui maintenant se retranscrit concrètement dans les différentes offres qui sont proposées par les alliances un peu partout dans le monde. Donc on voit de plus en plus le développement des cours hybrides, des cours 100% à distance. Par exemple, l'Alliance de Paris, je les ai vus récemment. Maintenant, tous leurs apprenants ont un accès à AppleLearn. Tous leurs cours du soir se font 100% à distance. Ils ont des offres de cours hybrides, ils ont des cours 100% à distance. En Inde, ils ont créé une offre commune qui propose dans chacune de cours hybrides, qui vendent dans chacune de leurs alliances. On voit aussi le développement de nouvelles offres qui ne sont pas forcément liées à ce qui se faisait avant. Par exemple, des cours d'expression écrite qui sont 100% à distance, des modules de remédiation en grammaire, en orthographe ou autre, des tests de positionnement, ça se développe énormément, où de plus en plus d'alliances, au lieu de passer par des tests de positionnement tiers, vont créer leurs propres tests de positionnement. Et puis d'autres choses, par exemple des entraînements d'ELF, etc. Ce qu'on peut constater, c'est que de manière générale, le numérique devient maintenant indispensable pour répondre aux besoins des entreprises, aux besoins des apprenants, pour aussi se différencier par rapport à la concurrence. Et ça devient difficile aujourd'hui d'avoir uniquement une offre de cours en présentiel à proposer à ces apprenants. Et puis, oui, donc pour le dernier point, la création, la mutualisation de parcours, ça se voit de plus en plus, où des réseaux maintenant se fédèrent pour créer leurs propres ressources et plus s'appuyer uniquement sur les contenus fournis par les éditeurs, et puis surtout mutualisent leur parcours entre alliances ou entre instituts pour gagner du temps, pour répartir cette charge aussi de travail sur la conception, la scénarisation des parcours. Et après, on voit aussi des choses intéressantes au niveau des instituts, mais alors qui est aussi un peu propre à leur manière de fonctionner. Mais par exemple, l'Institut français d'Allemagne a centralisé toute l'offre de cours à distance. Mais par contre, le tutorat, donc la vente est centralisée, mais le tutorat, la vente, la création est centralisée, mais le tutorat reste assuré par les différentes antennes. Donc on voit aussi des manières de fonctionner un peu différentes qui émergent avec le développement du numérique. Et dans les pratiques, on voit aussi, ça c'est assez marrant,
de plus en plus de formateurs qui, par exemple, veulent faire que du cours à distance ou se positionner que sur de l'accompagnement. Donc, on voit aussi qu'au sein des équipes, il y a certains formateurs qui veulent ou se spécialisent sur vraiment ce côté accompagnement à distance. Je ne sais pas si... Il me semble que 2 interventions. Karine, qui me semble-t-il, souhaiterait intervenir depuis pas mal de temps. Karine, je ne sais pas si, j'espère que tu n'as toujours pas oublié ta question. Non, pardon, j'avais simplement oublié de baisser la main. Ah d'accord, donc voilà, l'intervention, la réponse est déjà donnée. Reprenant les termes de Xavier dans le chat, Laurent indique que le niveau d'équipement des établissements en général, alors il y a beaucoup d'exceptions au Mexique, mais est assuré. Par contre, il pose la question de la montée en compétence et de la prise en main des outils. Et de terminer en disant faciliter cette prise en main est aussi de la responsabilité des fournisseurs. Voilà, donc la question est évidemment posée à Brice. Non, c'est une question très pertinente. Clairement, il ne suffit pas de donner un outil pour que ça marche. Nous, on le voit, on l'a toujours su, mais ça se vérifie. Il y a tout un volet d'accompagnement, de formation qui est essentiel. Donc, c'est aussi les accompagnements qu'on a pu vous proposer. Je sais que c'est aussi l'idée du partenariat qu'on avait mis en place avec l'Alliance française de Rouen aussi pour proposer un accompagnement qui soit en lien aussi avec les spécificités de votre réseau et le contexte pédagogique qui est le vôtre. Depuis le début de l'année, on a aussi lancé AppleLearn Academy, qui est une plateforme de formation sur laquelle vous retrouverez un certain nombre de MOOC en accès libre, avec à la fois des formations de prise en main de la plateforme AppleLearn, mais surtout des formations sur l'ingénierie pédagogique, sur la conception, sur la scénarisation d'activités, dans l'objectif de pouvoir vous donner accès à des supports pour mieux former vos équipes, pour aussi pouvoir les faire monter en compétence sur ces aspects, sur ces nouvelles compétences que n'ont pas forcément les formateurs, de conception multimédia, d'ingénierie pédagogique, etc. etc. À côté des formations en accès libre, on propose aussi des workshops sur des thématiques où là, on peut travailler avec vous, avec votre équipe, sur, par exemple, comment mettre en place des scénarios de tutoral, comment créer des évaluations pertinentes, comment concevoir des activités interactives. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer toute une gamme de formations, à la fois gratuites ou de workshops, pour accompagner au mieux vos équipes et vous aider à les faire monter en compétences. Il y a aussi un autre point qui est super intéressant avec le réseau des alliances, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences dans le réseau, il y a beaucoup d'expérience dans le réseau, et on voit aussi que les différents réseaux, les différents pays se fédèrent pour mener des actions de formation dans leur région auprès d'autres alliances sur l'intégration du numérique, sur la conception, sur la scénarisation, sur les pratiques pédagogiques liées au numérique. Donc, bien sûr, en tant qu'acteur du numérique, on se doit de proposer de l'accompagnement. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du réseau même, il y a des gens, des compétences que vous pouvez solliciter pour vos projets. J'aimerais écouter peut-être Maxime sur cet aspect-là de l'accompagnement et de la conception pédagogique, oui. Parce que je crois que tu es en plein dans cette perspective-là. Donc, je te laisse la parole. J'allais juste donner quelques chiffres justement parce que parmi vous, il y en a peut-être qui avaient répondu au questionnaire qu'on avait envoyé en
en début d'année sur l'usage des outils numériques au niveau du réseau. Donc là, je m'éloigne d'AppleLearn, je reviens sur la thématique des outils numériques en général. Et là, il y a des chiffres assez intéressants parce que si on regarde sur l'ensemble des outils numériques qui existent, il y en a une multitude. Et pour revenir sur ce que disait Laurent, sur le niveau de compétence, moi je dirais sur le niveau d'aisance de l'usage de l'outil numérique en général, des uns et des autres, sur l'ensemble des professeurs, des enseignants qui ont répondu au questionnaire qu'on avait posé, à la question sur les différents outils numériques qu'ils intègrent dans leurs cours, donc outils collaboratifs, d'évaluation ou de partage. Au total, on avait une liste une liste déroulante et puis une réponse ouverte pour que que les outils qui n'étaient pas mentionnés soient ajoutés. On a eu un total d'une cinquantaine d'outils qui ont été mentionnés. Donc, il y a un panel assez large, mais en réalité, et c'est là où la question se pose de l'aisance et de l'usage de ces outils, en fait, il y en a 3 qui sont utilisés. La suite d'outils Google, donc collaboration et partage. D'ailleurs, certains séparaient Classroom, par exemple, et Jamboard des outils Google. Kahoot et Padlet, qui viennent dans à peu près entre 50 et 80% des réponses. Tous les autres outils, les 46 autres outils sont mentionnés de 1 à 4 fois. C'est-à-dire, en réalité, sur cette multitude d'outils qui existent, très peu sont réellement utilisés, voire connus par les enseignants. Donc ça, c'est une chose. Ça nous montre l'aisance et de l'usage du numérique dans les pratiques des enseignants au quotidien. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'ai posé cette question-là, si on parle des outils d'évaluation notamment, etc., eh bien sur l'ensemble des réponses, il n'y a eu que 2 mentions d'AppleLearn comme un outil numérique. C'est-à-dire que là, moi, je vais vers la question, comment est-ce que le corps enseignant du réseau mexicain voit cette plateforme, finalement. Qu'est-ce que c'est que ce LMS? Et est-ce que c'est un LMS? Parce que, comme le disait Laurent tout à l'heure dans son intervention, est-ce qu'on utilise vraiment AppleLearn à 100% de ses capacités au Mexique? Et est-ce qu'on le présente réellement comme un outil numérique ou comme une chimère un petit peu difficile à comprendre pour les enseignants? Je me fais vraiment l'avocat du diable et je m'en excuse, mais c'est pour le bien du développement de la discussion. Je voulais rajouter aussi un point sur ton intervention. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces outils que tu as mentionnés, c'est des outils pour une utilisation synchrone. Les outils, j'imagine, les outils Google, les Jamboard, etc. En grande partie, oui. Et donc, on voit qu'en fait, l'usage pour les formateurs du numérique, ça reste dans un contexte d'animation de classe. Mais ça ne prend pas forcément en compte finalement toutes les activités en autonomie que pourraient faire les apprenants ou le tutorat qui peut se faire en autonomie des apprenants, en asynchrone des apprenants. C'est vrai. Alors, j'ai vu des mains qui se sont levées. Je ne sais pas qui a été la première main. C'est toi. Je te laisse modérer, Patrick. Ou... C'est moi, en fait, qui ai levé la main, la première. Eh bien, alors, vas-y. En fait, c'était par rapport... C'est juste, effectivement, ma question, c'était avant l'intervention de Maxime, parce que, effectivement, ma question, c'était comment maintenir, après un retour à la normale, on va dire, comment maintenir, en fait, cet outil dans la préparation des cours, puisque effectivement, avant la pandémie, nos professeurs, moi, je parle de mon équipe, n'utilisaient pas beaucoup AppleLearn. Et donc maintenant, par défaut, comme on a pu le dire, ils l'ont utilisé, mais est-ce qu'après un retour normal, à la normale plutôt, est-ce qu'on continuera à utiliser cet outil numérique comme on le fait actuellement?
Et par rapport après ce que disait Maxime, par rapport aux chiffres, donc je me disais, ma question n'est plus pertinente, et apparemment, elle est toujours pertinente, puisqu'on donne l'impression qu'il y a eu un gros boom avec le numérique, et quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas tant que ça. Donc, quand je dis pas tant que ça, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il y en a vraiment 3 qui sont vraiment utilisés. Donc voilà, c'était ma question. Et ça correspond à ce que vient de commenter Xavier dans le chat, effectivement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a peu de connaissances, hein. Mais ça veut dire que aussi, peut-être, Xavier, les outils qui existent déjà sont suffisants et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les 100 000 options qui existent. Mais pour aller plus loin, moi, ma réflexion, elle est sur est-ce que les enseignants prennent vraiment la dimension de ce que peut être ApoLearn, de ce que ça peut leur apporter? Oui, je pense que le point, il est là, dans le sens où c'est là où on voit qu'en fait, on est toujours dans une transition où finalement, il y a beaucoup d'usages aujourd'hui qui sont encore très calqués sur le présentiel. Et pas encore de prise de conscience de la part des formateurs que le numérique, ça pourrait leur permettre de faire les choses différemment, et surtout que les temps d'apprentissage se résument pas au temps de face à face. Et c'est là où il y a encore besoin d'accompagnement, il y a encore besoin de montrer les choses, de les acculturer sur les différentes pratiques, les différentes modalités, et où on rentre finalement un peu dans cet aspect d'ingénierie pédagogique qui est pas si familière que ça aux formateurs. Je donne maintenant la parole à Jorge qui effectivement attend. Jorge? Oui, merci. En vous écoutant, j'ai réfléchi pendant à 2 points intéressants. Ici, à San Luis Potosí, ceux qui utilisent la plateforme sont plutôt les profs qui ont des expériences externes, où normalement ils sont obligés à utiliser les plateformes des écoles ou des instituts où ils sont, que ce soit Blackboard ou Global School ou d'autres plateformes que normalement les institutions utilisent obligatoirement pour être en contact avec ça soit les élèves, ça soit les parents, et surtout pour les devoirs, pour les informations du matériel, etc. Donc, je pense que une partie importante, c'est que beaucoup de ces profs, et moi inclus, qui étaient dans un collège ici, nous avons reçu des très fortes formations sur le côté l'usage du numérique en général, pour chercher surtout, lorsque la pandémie a commencé, des outils, ça soit des outils libres, ça soit des outils payés, et, bien sûr World Forum ou Kahoot ou tout ce type d'outils externes qu'on peut utiliser bien sûr bien disons en combinaison avec une plateforme. Et alors c'est là que le point pour moi c'est évident. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'Alliance? D'un côté, si les élèves sont déjà sensibilisés sur l'utilisation de plateformes normalement, c'est juste continuer à ces points-là, continuer de manière systématique à l'utiliser. Finalement, les élèves, surtout les plus jeunes, sont déjà très habitués. Et alors là, c'est, je crois, le point où on peut trouver des bonnes réponses de l'utilisation d'ApoLearn. Par exemple, comme je vous disais ici à San Luis, la plupart des profs sont habitués. Même il y a quelques-uns qui ont vraiment beaucoup de travail dans les écoles externes, qui disent non, non, s'il vous plaît, arrêtez un peu sur le côté numérique, parce que c'est très, très fort, on est fatigué d'utiliser les ordinateurs, etc. Mais par contre, si on utilise ApoLearn juste pour le suivi des 16 heures de complément de la classe, ça soit en présentiel, ça soit en commodal, ça soit en ligne, je trouve que c'est un outil assez complémentaire, mais surtout
où on peut trouver bien sûr toutes les réponses. Ça soit pour le côté administratif, c'est-à-dire le suivi des élèves de la part de l'équipe pédagogique, ou ça soit du côté des profs pour bien pouvoir motiver les élèves, donner un point de suivi chaque classe. Mais je pense que c'est particulièrement le point de formation sur les profs, sur les outils numériques, pas forcément ApoLearn, c'est-à-dire chercher voir ApoLearn comme le centre d'unification des autres outils, ça soit même TV5 Monde, Kahoot, d'autres outils, mais que finalement ApoLearn c'est un peu l'extension de l'alliance du côté le bâtiment, les gens qui sont là, le contact avec tout le monde. Et donc, à ce point-là, je pense que c'est le moment où on peut bien sûr profiter. Finalement, les élèves payent la plateforme, donc c'est plutôt encourager aussi les élèves, pas seulement à partir des profs, mais aussi à partir de l'équipe pédagogique, de les encourager à se mettre, à y penser. Et je pense qu'avec l'application maintenant sur le portable, ça va donner pas mal de bons résultats. J'espère que ce cycle sera un peu mieux pour voir des résultats d'utilisation. Je ne sais pas si vous savez un peu plus d'informations à ces côtés-là sur les profs qui sont en externe, comment ils utilisent ApoLearn, et les profs qui n'ont pas de cours externes, comment ils gèrent ApoLearn. Alors malheureusement sur ce point-là, on n'a pas de chiffres particuliers puisque on n'a pas vraiment réussi à avoir une distinction entre profs, cours externes, cours internes. Mais effectivement, en tout cas dans les conversations qu'on a pu avoir, ce que tu dis là, Jorge, a été évoqué très souvent. C'est souvent à cause des institutions externes que les profs ont été obligés de toucher à des outils différents qu'ils ne connaissaient pas et à les découvrir. Grâce aux institutions. Oui, grâce. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Xavier, écrire Xavier dans le chat, effectivement, on continue et ça évoque ce que j'avais envie de dire juste maintenant par rapport à la notion, à notre conception même de l'enseignement et de ce qu'on va faire là, puisque c'est quand même le débat de ces journées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les alliances françaises au Mexique et qu'est-ce qu'on va faire dans les mois et les années qui viennent? Enfin, les années, je crois que c'est difficile de se projeter trop loin. Mais c'est effectivement, moi je continue à entendre beaucoup l'idée et la notion de retour au présentiel. Et donc à du cours synchrone et à un enseignement, on va dire à l'ancienne. Probablement les apports du numérique, c'est que justement, ça peut s'il y en a, ce sont ceux-là, c'est de nous permettre de trouver des alternatives, comme nous l'a bien présenté aussi Laurent, et qui ne sont pas forcément spécifiques aux apports du numérique, mais justement comment donner des cours sans ne penser que aux fameuses, combien tu dis Xavier, 60 heures de face à face par module, et en apportant autre chose, que ce soit ce qu'on appelle du cours enrichi, du présentiel enrichi, de la classe inversée, tout ce qu'on veut. Merci Maxime. Rudy va prendre la parole. Ensuite Karine, puis Xavier. Rudy, je te laisse la parole. Merci Patrick. Donc bonjour Brice et bonjour tout le monde. Moi je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc nous à Guadalajara on est pro ApoLearn depuis le début. Donc on souhaite vraiment mettre l'outil au centre de notre offre de cours, que ce soit donc en présentiel ou même en virtuel, même si ce n'est pas facile en présentiel. Le but, ce serait plus de laisser éventuellement des devoirs à faire sur la plateforme à l'élève. Et si on parle de virtuel, là, c'est vraiment tout virtuel, d'où le choix de notre méthode, donc une méthode qui propose un livre donc numérique sur la plateforme, des modules aussi donc interactifs et même des activités complémentaires.
il y a quelque chose qui a été assez intéressant donc dans ce qu'a dit Maxime, c'est le côté outil collaboratif. Et ça, de notre côté, si tu veux, donc Brice, c'est quelque chose qui est revenu sur le tapis pas mal de fois. Et le but, en fait, ce serait de voir un petit peu comment on va avancer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois au niveau de l'outil collaboratif, parce que tu sais très bien que l'outil collaboratif Apolloorn, il y a des choses qui sont à améliorer. Et moi, je rebondis un petit peu sur ce que disait aussi Laurent lors des premières formations Apolloorn. Apolloorn, c'est un outil. Moi, je pense que c'est un bon outil. Je pense qu'il y a qu'au niveau la plateforme est simple à utiliser. C'est vrai que la formation est extrêmement importante des professeurs. Il faut vraiment un gros suivi. Nous, à Guadalajara, on a beaucoup bataillé pour que les profs utilisent la plateforme. On a encore quelques réticences parfois. Mais je pense que c'est un outil simple à utiliser. Mais mon souci, en fait, si tu veux, c'est que, bien entendu, les classes présentielles qu'on faisait avant doivent être un peu, en fait, modifiées, bien entendu, avec une classe virtuelle, mais on réinvente pas la poudre. On n'est pas en train de réinventer notre classe. Donc, la plateforme est un outil qui doit être mis au service, en fait, du professeur avec nos problématiques. La problématique, donc, il y a certaines problématiques qui ont sur lesquelles vous avez énormément travaillé, ça je vous remercie. Et je remercie aussi le travail de Raphaël notamment et de Marion qui sont extrêmement réactifs. Là-dessus, il y a aucun souci. Mais si tu veux, sur certains points, je pense que il y a quand même des améliorations qui doivent être faites assez rapidement parce que ça reste un peu le corps de notre métier. Par exemple, ce côté document collaboratif, les statistiques aussi, parce que c'est bien qu'on nous propose en fait on nous présente la plateforme comme un outil qui nous permet de créer nous-mêmes nos propres cours, d'avoir aussi des cours en autonomie. Nous, on a essayé de mettre en place justement à Guadalajara certains services où justement les modules sont totalement en autonomie, mais après, si tu veux, ça reste réduit pour l'instant, on va dire, en termes de type d'activité. Donc, on a des priorités en tant que pédagogue. On a des priorités en fait au niveau du cours virtuel et de nos offres. Et c'est vrai que sur ce point-là, je pense qu'il faudrait éventuellement reprioriser certains développements qui doivent être faits. Comme je te le dis, moi je suis pro Apolloorn. Je pense que la plateforme est vraiment amicale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des bons outils. Maintenant, je pense qu'on stagne un peu à certains moments. Et puis, j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il en est de l'avancée sur les documents collaboratifs notamment et au niveau des statistiques qui restent pour moi assez importants. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, pardon. Non. J'ai fait un monologue, désolé. Ça pourrait être intéressant de faire un point un peu spécifique sur justement vos besoins en termes. Alors, il y a des choses qui sont très claires pour nous parce qu'on échange régulièrement avec certains d'entre vous. Mais sur les statistiques, par exemple, ce serait intéressant d'approfondir la question avec vous. Sur les documents collaboratifs, on a fait quelques mises à jour, mais ça reste encore assez sommaire. Là, il y a un chantier que j'ai listé d'ailleurs dans le slide d'après, mais qui est le développement des fonctionnalités d'examen. Alors à la fois sur le nombre de types d'exercices disponibles dans l'éditeur, et aussi là, on est en train de s'interfacer avec des solutions de supervision à distance, parce qu'on voit que c'est un besoin aussi qui émerge de plus en plus. Le fait de pouvoir vous permettre de faire passer des tests supervisés à vos apprenants. Alors là, c'est un slide qui n'est pas forcément fait lié sur les évolutions d'Apolloorn, parce que comme c'était pas forcément le sujet de la présentation, j'ai
j'ai pas trop axé sur ça, mais il y a des mises à jour là qu'on va passer cet été sur la gamification, les relances automatiques pour renforcer l'engagement des apprenants, pour que ce soit plus visible, plus graphique pour les apprenants, et que vous puissiez mettre en place aussi ce type de mécanisme dans vos parcours. Et dans les choses qui sont intéressantes et qui peuvent être intéressantes à creuser aussi de votre côté. Donc il y a bien sûr l'application mobile qui est sortie récemment, qu'on va améliorer progressivement jusqu'à la fin de l'année, mais qui vous permet du coup de proposer des expériences d'apprentissage un peu différentes de ce que les gens peuvent faire sur leur ordinateur ou en présentiel. Donc là, il y a aussi tout un volet qui peut être intéressant à exploiter maintenant que l'application mobile existe. Voilà, dans les évolutions, il y a plein d'autres choses, mais peut-être qu'on pourra reprogrammer un rendez-vous spécifique sur ça avec les alliances du Mexique ou ceux d'entre vous qui sont intéressés, pour qu'on vous donne un peu de visibilité sur les choses à venir dans les prochains mois, quoi. À la suite des échanges, excusez-moi Rudy, à la suite des échanges entre Laurent, là, que vous pouvez voir sur le chat, et Xavier, peut-être y a-t-il la nécessité, et c'est quelque chose qui nous incombe, nous, à la fédération. D'abord, je crois que c'est le message liminaire qu'il faut lire, de la réactivation des groupes de travail, et éventuellement comment dire, la liste, l'identification des besoins de développement. Je pense que c'est une des actions qu'il faudra mener à la rentrée. C'est ce que je note pour l'instant. Karine, cette fois-ci, n'a pas oublié de retirer sa main. C'est une véritable question qu'elle veut poser. Donc, je lui laisse la parole. Alors, plus qu'une question, je voulais rebondir sur ce qu'on a dit il y a déjà un bon moment. Par rapport au choix institutionnel, on a fait le choix institutionnel, même le choix presque réseau, de mettre en place AppleLearn dans tous nos cours, mais je pense que depuis le début des groupes de travail, depuis le début de la mise en place, on nommait systématiquement une part des acteurs qui me paraît, moi, essentielle si on veut optimiser l'outil, et si on veut que cette transition numérique se termine dans tous les sens du terme, ce sont les autres acteurs de l'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire ceux qui font en sorte que la culture arrive aux étudiants et que l'information et l'attention de tous les jours, le service client quelque part, arrive aussi via le même outil, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore travaillé sur la prise en main des départements de culture, communication, réception et tout ce personnel qui pourrait en fait nous aider à faire passer le message de c'est pas seulement un outil, puisqu'il est omis dans la liste des outils qu'a signé Maxime, mais c'est notre outil. Et pour ça, il me semble qu'il faut aussi ne pas multiplier les outils dans les autres départements qui travaillent avec nous. C'est-à-dire si en classe ou dans le processus enseignement-apprentissage, on utilise un outil, mais que dans les autres aspects, qui soient administratifs, inscription, informatifs, on en utilise d'autres, peut-être que là aussi, on perd une belle opportunité d'optimiser cette plateforme qui nous permettrait, comme un réseau social, d'être en contact régulièrement depuis la réception, depuis les organisateurs d'événements, directement avec nos étudiants. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on remette dans la discussion, parce que ça fait partie aussi du réseau, c'est-à-dire du triangle d'interlocuteurs entre les étudiants, l'institution, les profs. C'est pas seulement le lieu, c'est aussi le personnel. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de contact visuel physique dans le lieu, ça nous oblige à remettre sur scène, sur la scène numérique, ces gens qui ne sont plus en contact avec les étudiants, si on veut rester
dans l'esprit de l'Alliance qui n'offre pas que des cours, mais aussi un monde francophone. Ça, en effet, je pense que c'est un point intéressant. Puis c'est un point aussi qui était un peu dans la genèse du projet avec la Fondation, c'est-à-dire que la plateforme soit aussi un moyen pour les apprenants de garder le contact avec l'institution, avec leur alliance, qui soit plus qu'une plateforme pour suivre des cours. Et dans les dernières évolutions d'AppleLearn, d'ailleurs, on a rajouté des choses pour faciliter cette communication, cet échange. On a remodifié la page d'accueil pour permettre de mettre en avant un peu mieux les informations sur vos événements, sur de la promotion. Il y a la possibilité maintenant de pouvoir envoyer de l'actualité générale de votre alliance à tous les utilisateurs de la plateforme depuis le fil d'actualité. Donc c'est aussi un outil qui peut, c'est aussi l'idée que vous puissiez vous en servir comme le prolongement digital finalement de votre alliance. Avant de donner la parole à Xavier, je veux m'assurer, Sandrine, que tu as oublié de retirer la main, ou tu as véritablement Non, mais j'ai oublié de Ok, de d'accord. marquer la Je parole. voulais, comme depuis pas mal de temps, tu avais la main levée. Donc, je donne la parole effectivement à Xavier, qui souhaite intervenir. Oui, alors je suis désolé pour le pauvre clou que je continue à enfoncer sur la question du groupe de travail, mais pour rebondir sur ce que disait Karine, le groupe de travail permet aussi d'échanger des bonnes pratiques. Et quand tu mentionnes tous les autres départements des alliances impliqués sur AppleLearn, ben nous, justement, on a impliqué notre département de communication, notre département culturel dans l'utilisation d'AppleLearn pour communiquer auprès des apprenants. On a beaucoup à échanger sur nos pratiques parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on n'échange plus sur ces questions-là et que chacun va un petit peu dans sa direction. Donc, je pense que c'est à prendre en compte. J'avais un autre commentaire il y a très longtemps aussi d'un des acteurs qu'on ne prend pas beaucoup en compte dans nos réflexions, c'est l'apprenant, sur la question de l'asynchrone. Pour être aussi, je pense, assez prudent dans cet équilibre entre synchrone et asynchrone avec les apprenants. Nous, au début de la pandémie, notre offre de cours qu'on a élaborée dans l'urgence, elle comprenait beaucoup d'asynchrone qu'on a appelé travail en autonomie. Après un an, on a été obligé de revenir un peu en arrière puisque les apprenants eux-mêmes nous disaient que c'était très lourd de faire autant en autonomie et d'avoir moins de face à face. Ils sont aussi demandeurs de face à face, les apprenants. Il faut, je pense, aussi le prendre en compte. Et puis ce retour en présentiel que tu mentionnais, Maxime, je pense que dans le cas des alliances, c'est particulier parce que le retour en présentiel, c'est aussi le retour à la vie des alliances, la vie culturelle des alliances, et c'est aussi notre essence. Donc peut-être que dans les cours, on a beaucoup évolué, et dans les pratiques culturelles aussi, mais il y a aussi un besoin, je pense, de réoccuper les espaces physiques des alliances. Je pense qu'on en parlera demain. Il y a cette question des espaces, mais le retour en présentiel, ça va au-delà du retour à un système de cours pré-pandémie. Je pense que ça va avec la philosophie de nos alliances. Dernière chose, si je peux me permettre, je rejoins complètement Rudy. On est tous, je pense ici, pro AppleLearn. Ce qu'on cherche avant tout, c'est justement à faire évoluer l'outil pour ne pas avoir à recourir à des outils externes, parce que c'est là que les outils se multiplient et que ça devient complexe pour les enseignants, pour les apprenants. On mentionne les outils Google, non pas parce qu'on a des actions chez Google ou qu'on veut absolument utiliser Google. Moi, si je pouvais utiliser AppleLearn à la place de Google, je le ferais avec beaucoup de joie. Mais on les mentionne comme des exemples parce que ce sont des outils très efficaces, justement pour le synchrone et l'asynchrone aussi d'ailleurs. Excusez-moi pour ma multiple intervention. Maxime? Oui, alors du coup, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Karine, mais Xavier a dit plein de trucs et je vais essayer de rien oublier. Alors, en ce qui concerne ce que disait Karine, finalement, sauf erreur de ma part, en fait, elle fait un peu référence à toutes les réflexions qu'il y a en ce moment au niveau du réseau, de l'IF, etc., sur les CRM et la gestion, la gestion de la relation client et toute l'intégration de toutes ces choses-là. Là, on n'est plus vraiment dans le numérique et en même temps, ça me rappelle quelque chose parce que j'ai vécu justement cette chose-là à travers AppleLearn. Moi, en tant que co-responsable du service client de l'Alliance française de Paris, AppleLearn à Paris est arrivé en réponse
un besoin immédiat de mise en place de cours en synchrone à distance. Mais au moment de cette mise en place, il y avait une scission complète entre effectivement la gestion des cours, donc l'équipe de gestion pédagogique, de gestion des cours, et puis l'équipe de relations clients. Et donc, il n'y avait aucune relation en fait entre ces deux équipes directement, et ce que dit Karine là, c'est vraiment très important. Et je pense que justement la question à plus long terme, peut-être Brice, c'est est-ce que AppleLearn aurait vocation à devenir plus ou moins un CRM, ou en tout cas à intégrer des fonctions de CRM en plus de la fonction donc de gestion des cours, etc. Ou est-ce que des ponts seraient possibles pour intégrer AppleLearn à un système plus vaste de gestion en fait globale, qui intègre un PGI de gestion des cours, la gestion la plateforme LMS en elle-même, et puis la gestion de la relation client. Sachant que, alors paf, j'enfonce un autre clou, à mon sens, dans les outils qui pourraient éventuellement du coup manquer à cette plateforme qui avait pour vocation à l'origine d'intégrer tout en un seul endroit, c'est justement la visioconférence, l'outil de visioconférence qui n'est pas intégré à AppleLearn et qui, moi, m'a toujours posé problème. Excuse-moi. Voilà. Alors, pour répondre, on va pas intégrer d'outils de CRM parce que on peut vite arriver sur une plateforme Frankenstein et en essayant de tout intégrer, en faire quelque chose d'inutilisable. Et nous, notre objectif, ça a toujours été d'essayer d'être les meilleurs sur ce qu'on fait, et c'est déjà assez compliqué, plutôt que d'essayer de tout faire, mais pas très bien. Donc, on va pas intégrer de solutions, on va pas intégrer de fonctionnalités de CRM dans AppleLearn, et c'est la même chose pour la visio. La visio, c'est technologie hyper complexe. C'est difficile de faire un bon logiciel de visio, et on n'a il suffit de voir même les outils comme Google. Même Google a du mal à faire des outils qui marchent tout le temps. Donc nous, on prend plutôt le parti de s'intégrer ou de s'interfacer avec des outils qui sont les plus pertinents pour nos clients, que ce soit les intégrations avec des outils comme Zoom ou Teams pour la visio, ou l'interfaçage avec les CRM qu'utilisent les alliances. Et sur cette partie CRM, gestion, en plus d'un pays à un autre, ça peut être très différent, avec des besoins très différents, des contraintes très différentes. Et c'est compliqué. Soit on est bon dans un outil de gestion, soit on est bon dans un outil d'e-learning, mais faire les deux à la fois, ça reste quelque chose de compliqué, quoi. Donc, pour te répondre, on n'ira pas sur ce chemin, quoi. Effectivement, il ne faut pas faire une usine à gaz. Après, du coup, comment est-ce que toi, dans ton expérience, Brice, par rapport à tes contacts avec le réseau, est-ce que ce que dit Karine, là, toi, tu as des exemples de bonnes pratiques, de modes de fonctionnement, enfin, qui ont permis justement à l'ensemble des équipes non pédagogiques de pouvoir plus ou moins participer à la vie de l'Alliance à travers AppleLearn, qui, comme le rappelait aussi Laurent tout à l'heure dans son intervention, avait quand même vocation à être un réseau social des alliances françaises à l'origine. Aujourd'hui, l'usage principal qui est fait, c'est de relayer les actualités culturelles ou les informations sur les alliances. Donc jusqu'à présent, ils utilisaient les annonces qui sont présentes dans les classes pour relayer les infos, les widgets aussi. Là, on vient intégrer cette fonctionnalité d'actualité pour faire centraliser un peu toute cette communication au même endroit. Mais je pense que c'est des axes qui seraient intéressants de développer. Et donc, si c'est des sujets que vous voulez pousser avec nous, on peut aussi réfléchir avec vous sur ces problématiques et voir
avec vous, comment déjà à l'heure actuelle AppleLearn peut vous aider dans ces projets, et puis si il y a des développements pertinents qui pourraient être intéressants pour faciliter cet accès, quoi. Dans la contrainte où AppleLearn n'est pas un outil de CRM, quoi. Donc c'est pas, ils vont pas faire tout à fait les mêmes choses, quoi. C'est un outil de communication, c'est un outil de réseau social, mais c'est pas un outil de gestion client, quoi, de relation client. Comme le rappelait Laurent, le CRM a priori du réseau, enfin, dans le fonctionnement réseau aurait plutôt été intégré à Arc-en-Ciel, mais comme je le rappelle aussi à Laurent, le problème de notre réseau mexicain, c'est que Arc-en-Ciel, comme AppleLearn d'ailleurs, n'est pas utilisé par l'intégralité des alliances françaises. Ouais. Donc les choix du coup réseau sont quand même plus compliqués. Mais j'allais dire justement dans l'idée de l'usine à gaz, et là c'est plutôt un message pour la fédération, Patrick, c'est que il y a à l'heure actuelle, il y a peut-être aussi on est parti sur différents outils, que ce soit maintenant on utilise Intralliance, on utilise donc AppleLearn, on utilise Arc-en-Ciel, etc. Et la démultiplication des plateformes et des outils ne facilite pas non plus justement cette transition numérique vers des choix institutionnels clairs et arrêtés qui permettraient de simplifier les choses et, comme le disait Xavier, de fonctionner avec des outils, même si on est très aguerri à l'utilisation du numérique, des outils simples, efficaces et pas démultipliés. Là, si je peux répondre, effectivement, lors de l'intervention de Karine, il y a quelques instants, effectivement, j'avais en tête immédiatement la plateforme Intralliance, car il est clair que la Fondation va vouloir, pour l'instant, elle est un petit peu en retrait, elle nous laisse du temps, mais faire de cet outil un outil de partage pour le réseau mondial. Donc c'est une difficulté parce que ce sont des volontés institutionnelles et donc nous devons composer entre d'une part ces volontés-là et puis la réalité du terrain. Ça ce sont des équilibres difficiles à trouver et effectivement on pourrait prendre beaucoup d'exemples concernant le réseau. Nous sommes obligés, nous tendons, si vous voulez, à avoir une approche aussi structurée que possible, tout en tenant compte du pouvoir de décision déjà de chacune des alliances. Et donc, c'est difficile à mettre en œuvre. Ce que je voudrais ajouter quelque chose et peut-être donner la parole, si tu en es d'accord, Brice, à Laurent, justement sur ces questions que je trouve passionnantes qu'a soulevé Karine sur la possibilité d'une ouverture à des secteurs, parce qu'après tout, AppleLearn, c'est d'abord une plateforme qui s'est organisée autour de l'idée pédagogique, mais autour de l'idée culturelle, et je ne sais pas, dans le cadre des formations, Laurent, que vous avez pu assurer à l'AF de Normandie, s'il y a eu des demandes similaires sur une ouverture à d'autres secteurs. Sur une ouverture à bonsoir ou bonsoir tout le monde, bonsoir Brice, sur une ouverture à, on va dire, à la vie de l'Alliance. Oui. Oui, je crois d'ailleurs que Brice l'a dit en fait. Le développement qui a été fait de construire un fil d'actualité sur lequel on peut effectivement poster des événements culturels ou la façon de solliciter aujourd'hui les apprenants, de communiquer avec l'ensemble des classes, ça a fait partie, alors je ne sais plus quand, Brice, tu me diras, mais c'est remonté du réseau. Voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, puisqu'on a la plateforme et que tous les apprenants sont dessus, ce serait pas mal qu'on puisse faire ça. Donc, c'est quelque chose qui est remonté. Je parlais tout à l'heure, moi j'aime bien cette idée et ça a existé, ça n'existe plus, Brice, il me semble, cette idée d'un cahier des charges réseau AF.
J'ai l'impression que la pandémie est venue bousculer un peu, on en parlait tout à l'heure, hein, tout ce projet d'intégration, mais il me semble qu'il y avait des groupes de travail auparavant où on faisait remonter un peu tout ça. Et c'est de ces groupes de travail qu'est né ce développement un peu fil d'actualité où on peut voilà, donner la main aux responsables culturels, à la com, etc. pour faire passer aussi de l'information. Je regrette, et je crois d'ailleurs que c'était Xavier aussi à Puebla qui disait, bah ouais, avant, effectivement, on faisait remonter des choses comme ça, maintenant ça n'existe plus. Je trouve ça vraiment très dommage. Je crois qu'on a été bousculé par ce qui s'est passé. Ça serait bien qu'on remette un peu les pieds sur terre, voilà, et qu'on soit capable ensemble de se dire, bon, voilà l'état des pratiques aujourd'hui. Rudy se plaignait, et je pense à juste titre, tout à l'heure, il disait, bah moi j'aimerais bien, j'aime beaucoup Apollon, mais il me manque ça, il me manque ça. Mais voilà, il le dit là, dans un atelier sur des journées du réseau, qu'il y ait un document qui circule et qu'on fasse remonter à Brice en disant, bah voilà, on a fait le tour du réseau monde, voilà l'état des pratiques, et voilà ce dont on a réellement besoin. Pour ça, je disais par priorité tout à l'heure. Je pense que, voilà, Rudy disait tout à l'heure, bah, j'ai l'impression qu'ils réagissent moins, etc. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il faut aussi quelque part considérer que AppleLearn, ça reste une start-up, ça reste une petite équipe qui a fait un énorme effort pendant toute la crise sanitaire pour équiper l'ensemble du réseau, parce que du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du plan, comment ça s'appelait, Covid Fleu ou un truc comme ça, genre on vous donne la plateforme gratis, allez-y, dématérialisée, on vous aide parce qu'on est dans le réseau. Et que du coup, je veux dire, des emails comme celui de Rudy, ils doivent en recevoir voilà, plusieurs dizaines par semaine. Ils disent, ah tiens, tu peux faire ça. Ah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ah tiens, s'il te plaît, moi, ça me manque. Donc, voilà, exactement ça. Voilà, je veux dire, ils sont 5, ils sont 6. Donc au bout d'un moment, il faut prioriser et dire, bah voilà, on a fait l'état des pratiques, ça vraiment c'est fondamental. Regardez comment ils ont galéré pour sortir l'application, qui est quand même quelque chose qui est demandé depuis longtemps, mais ils ont été obligés d'externaliser hein, l'application. Brice, tu me coupes hein, si je me trompe, mais voilà, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, donc parce que le réseau le demandait, ils ont fait appel à des prestataires. Enfin, vous voyez, donc il faut aussi remettre les choses en perspective. On les submerge là, je ne sais pas combien il y a d'alliances qui sont aujourd'hui, et d'instituts français, qui sont devenus soudainement utilisateurs d'AppleLearn. Mais je veux dire, concrètement, avant le Covid, on était quoi? On était 40. Combien on est aujourd'hui? Voilà. Donc, il y a peut-être un document aussi à faire. Voilà, essayer de notre côté, de voilà, construire quelque chose pour leur permettre de travailler pour nous correctement. En fait, c'est exactement ça. Nous, la complexité, c'est que chaque client a ses urgences et des besoins qui peuvent être radicalement opposés. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire en priorité les choses les plus demandées. Mais c'est pas toujours simple. Et donc, c'est vrai que si vous pouviez vous fédérer pour voilà, lister les choses les plus importantes, les plus prioritaires, ça nous aiderait énormément dans la priorisation des choses dont vous avez besoin le plus. Il reste 5 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, je ne sais pas, Brice, si tu voulais apporter des éléments de conclusion, ainsi que Maxime, dans cet échange. Je voudrais quand même que tu puisses... je te laisse la main sur la conclusion de cet atelier. En fait, j'avais fait un dernier slide sur ce qui me paraît le plus gros changement qui interviendra dans les années à venir. Alors, pas à court terme, mais un peu plus longtemps. C'est tout ce qui va être amené par l'intelligence artificielle. Et où là, moi, je fais beaucoup de veille, je rencontre pas mal
de chercheurs, de sociétés en ce moment, et ça commence à bouger pas mal. Alors aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore à l'état de la recherche ou alors pas encore accessibles pour les alliances, mais en tout cas, j'ai repéré quelques points que je trouvais intéressants pour vous donner un peu de vision long terme et puis finir cette intervention sur des choses qui me semblaient intéressantes. Donc, pour nous, ce qui va vraiment bousculer les choses, changer les choses dans toutes ces technologies au service de l'apprentissage, ça va vraiment être vraiment le développement de l'intelligence artificielle, et ça va intervenir ça va apporter des choses sur différents points finalement de votre cycle de conception, d'enseignement, d'apprentissage. Donc là, par exemple, il y a tout ce qui est adaptative learning. Alors à la fois donc l'adaptative learning, c'est l'idée finalement de pouvoir adapter le parcours d'apprentissage automatiquement selon le profil de l'apprenant. Donc ça peut se faire au niveau des contenus, mais ça demande beaucoup de contenu pour que la machine soit assez pertinente pour l'apprenant. Donc ça, c'est plutôt des choses vers lesquelles vont se tourner les éditeurs de contenu pour qu'ils puissent vous proposer des batteries de contenu, des examens, des parcours qui s'adaptent en fonction du profil de l'apprenant. Mais ce qui peut être intéressant et plus facile à mettre en place, c'est tout ce qui va être examen adaptatif, et notamment pour les tests de positionnement. Donc, par exemple, avoir un test dont les questions vont évoluer progressivement en fonction des réponses apportées par l'apprenant, et pour pouvoir le positionner un peu plus précisément. On a aussi toutes les technologies d'ancrage mémoriel. Donc là, l'idée, finalement, c'est une fois que l'apprenant est passé par chez vous, qu'il a appris le français, qu'on puisse venir l'interroger durant les semaines suivantes, les mois suivants, pour vérifier qu'il a bien retenu ce qu'il avait pu voir avec ses formateurs pendant la formation. Il y a tout ce qui est intelligence artificielle autour de la compréhension des textes, et donc là, pour aider les formateurs à corriger les productions écrites, pour générer des questions d'examen automatiquement à partir d'un corpus de texte, par exemple. Et il y a aussi des technologies là, qui commencent à émerger de conversation, d'entretien, de conversation avec une intelligence artificielle, et là qui pourrait être utilisée pour faire tout ce qui est positionnement sur l'oral, sur l'écrit. Donc voilà, c'est des usages qui sont encore un peu balbutiants, qui sont encore à l'état de prototype aujourd'hui, mais qui vont se développer dans les années à venir et qui me semblent intéressants. Après, on parle aussi dans les choses un peu plus lointaines de tout ce qui est métaverse, etc. Donc, comment on retrouve le lien tout en étant à distance. Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop, nous, comment se positionner par rapport à ça. Ça nous paraît encore un peu gadget, mais tous les apports de l'intelligence artificielle, eux, ils seront significatifs dans les années à venir. Max, merci Brice. Maxime, tu t'es fait l'avocat du diable pendant toute la durée de cet atelier. Est-ce que tu pourrais faire pour une fois l'avocat du bon Dieu pour terminer cette intervention? Eh bien, tiens, je pourrais reprendre aussi, je vais lui voler plein de ces phrases à Laurent. Mais on discutait justement avec Laurent hier, et il l'a rappelé aujourd'hui, le numérique est probablement pas indispensable pour enseigner en général et enseigner les langues. Pardon ? Ce qui m'a beaucoup choqué. Oui, et en même temps, je vais te choquer, je partage cette idée. Je pense qu'on peut toujours en 2022 être capable d'enseigner le français à des apprenants grâce à un tableau vert ou blanc.
Mais là j'irais sur ce qu'apporte aussi le numérique dans nos pratiques du quotidien. C'est que bon, le numérique et les réseaux sociaux, Internet, etc., a ouvert la concurrence énormément aussi récemment. Et je crois qu'aujourd'hui on fait beaucoup face à cette problématique. Quand les alliances disent je voudrais récupérer mes étudiants que j'ai perdus pendant la pandémie, où est-ce qu'ils sont partis ces étudiants? Est-ce qu'on le sait? Là, dans une de mes récentes expériences, j'ai vu à Monterrey une fille qui doit avoir 18 ou 19 ans et qui a 150 000 abonnés sur ses réseaux sociaux et qui vit de ses cours de français. Et qui, quand elle fait une publication, a des milliers de likes, alors que l'Alliance française, quand elle fait un concert avec une Marion Silla qu'elle a fait venir de France, etc., elle a une dizaine de likes et un commentaire. Donc, là où je veux en venir, c'est que, à mon sens, le défi, puisqu'on parle de défi depuis le début de ces journées, c'est comment est-ce que nous, on va s'approprier le numérique pour se démarquer par rapport à cette concurrence et vraiment apporter quelque chose, nous, en tant qu'Alliance française. Oui, on a l'expertise, oui, on a 140 ans d'existence, etc. Mais c'est le discours qu'on entend régulièrement. Mais bon, comment articuler cette longue expérience et toutes les valeurs qu'on défend avec la modernité des pratiques et l'intégration des outils actuels, parce que notre étudiant moyen, notre apprenant moyen, s'il nous voit écrire sur un tableau vert, d'autant plus si on fait du bimodal où on filme le tableau vert, il va nous prendre pour des guignols, et c'est justement ce qu'il faut pas qu'on fasse. Il faut qu'on utilise le numérique à bon escient et qu'on le fasse bien et avec un haut niveau d'expertise qui est celui qui nous caractérise depuis longtemps en tant qu'Alliance française. Voilà, c'était un peu là-dessus que je voulais terminer. Maxime, merci. Je n'ajouterai rien à ce qui vient d'être dit. Mon prof de philo disait qu'il fallait toujours terminer sa dissertation par une interrogation. C'est ce que tu viens de faire pour nous faire réfléchir. Je reprendrai, je crois que c'est moi aussi le modérateur et le rapporteur, hein, les éléments, 2 ou 3 éléments qui me paraissent importants, que je n'évoquerai pas maintenant. Et je voulais encore une fois remercier, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais c'est toujours aussi de la façon la plus sincère, remercier Brice, qui, lorsqu'on le sollicite, est souvent, je dis souvent, non, pas souvent, est toujours présent pour aider ce réseau. Merci Maxime d'avoir joué le rôle du méchant, mais pas si méchant que ça, pour cet atelier. Et je vous remercie tous pour votre participation. Donc on se retrouve, je rappelle pour ce encore une fois.